étape préalable qui permet, sur la base d'un certain nombre de critères de qualification technique, financier, d'éligibilité, de déterminer des entreprises qui seront considérées comme qualifiées pour ensuite répondre à l'appel d'offres. On vous rappelle les avis de non-objection qui sont à solliciter auprès de l'AFD. S'il y a une étape de préqualification, donc le premier avis à solliciter est au niveau de l'avis de préqualification, donc du dossier de préqualification qui sera publié. Sur le rapport d'évaluation des préqualifications qui auront été reçues, et donc de la liste que vous proposez comme entreprises qualifiées et qui seront acceptées pour ensuite répondre à l'appel d'offres. S'il n'y avait pas eu de préqualification, on arrive directement au dossier d'appel d'offres, donc le dossier d'appel d'offres complet qui inclut les critères de qualification, les spécifications techniques, les critères d'évaluation. Et l'autre possibilité, c'est de ne pas faire cette phase de préqualification, mais d'intégrer directement dans le dossier d'appel d'offres des critères de qualification. Donc dans tous les cas, on aura des critères de qualification. La question, c'est est-ce qu'on fait une étape préalable uniquement avec ces critères de qualification, ou est-ce qu'on les intègre dans le dossier d'appel d'offres qui est publié largement et qu'on évalue cette qualification au moment où on évalue également la conformité technique des offres. Alors, à votre avis, quel serait pour vous l'avantage ou les inconvénients, de faire une préqualification? Quels sont les avantages que vous pouvez voir à cette étape préalable et quels sont les inconvénients? Que les avantages, dans un premier temps, c'est de prendre le temps d'évaluer les entreprises de sorte à ce que, à la fin du processus, l'entreprise qui est retenue est au moins techniquement qualifiée. De partir sur des bases d'entreprises qui ont la capacité technique à réaliser un travail défini. Maintenant, les inconvénients, ce sont les inconvénients que nous connaissons ici, c'est que lorsque on a des entreprises qui soumettent des dossiers, on les juge que sur pièce. Et la possibilité de juger de la véracité de ces pièces devient un problème puisque la COJO n'a pas les moyens d'aller vérifier tout ce qui est prévu, tout ce qui est dit dans le dossier. Donc c'est ça, à mon avis, le risque. Nous sommes sûrs d'avoir sur notre liste d'entreprises des entreprises qualifiées qui peuvent effectivement exécuter la mission. L'inconvénient, c'est que la préqualification rallonge les délais de passation de marché. Et lorsque nous procédons à des préqualifications, si toutes les entreprises préqualifiées ne répondent pas, il y a un risque, on limite un peu la concurrence. Donc ça, ce sont les inconvénients. Donc si on a 10 qui remplissent ces critères, les 10 entreprises pourront remettre une offre ensuite. Ce qui est différent des consultants ou sur les prestations intellectuelles. Pour les travaux, on ne limite pas le nombre d'entreprises avec un nombre qui est donné dès le début. Lorsque nous faisons des préqualifications par expérience, souvent les entreprises préqualifiées, ce sont des entreprises, de grosses entreprises en griffe. Et quand on arrive au stade de l'appel d'offres, les soumissions sont vraiment élevées. Donc on a l'impression que ces entreprises s'entendent pour vraiment fixer des prix vraiment élevés. Donc quand on fait l'appel d'offres de préqualif, c'est ce qu'on constate. A priori, ça veut dire une étape supplémentaire, effectivement, qui est à faire, qui amène des délais supplémentaires, mais en même temps, vous savez qu'ensuite, uniquement des entreprises qui répondent à ces critères de qualification vont pouvoir soumettre une offre, et a priori, vous aurez moins d'offres à évaluer que si vous lanciez l'appel d'offres ouvert dès le début. Un autre élément qui a été indiqué, c'est cette question dans les inconvénients, de possibilité d'entente entre les entreprises. Effectivement, c'est une réalité. Si on fait une phase de préqualification, donc effectivement, on détermine un certain nombre d'entreprises qui vont pouvoir répondre à l'appel d'offres. Si ce nombre d'entreprises est assez limité, par exemple, si on arrive à une préqualification, on n'a que 3 entreprises, effectivement, le risque d'entente peut être plus important. Et ça, c'est d'autant plus vrai si on a plusieurs lots de travaux qui sont lancés en même temps, avec des entreprises qui peuvent s'entendre pour se répartir les lots les unes avec les autres, et du coup, vous proposez des prix supplémentaires. Donc effectivement, on a dit tout ça. Il faut, quand on s'interroge sur le fait de faire une préqualification ou pas, il faut s'interroger quand même sur le nombre d'entreprises qui sont capables de remplir les critères de qualification au niveau local, au niveau international, pour s'assurer que c'est pertinent de faire une préqualification. Si de fait, on sait qu'il n'y en a que 3 qui peuvent répondre, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire une préqualification, parce que de toute façon, on va passer 3 semaines de délai, plus le temps de recevoir l'ANO et tout ça, pour de toute façon savoir qu'il n'y aura que 3 entreprises qui pourront répondre à l'appel d'offres par la suite.
Sur la diapo précédente qui vous présente simplement, donc, dans le petit graphique, on ne voit pas très bien à l'écran, vous aurez tous les supports qui vous seront remis à la fin de la séance. Mais voilà, ça présente les grands types de critères de qualification sur lesquels on va revenir dans l'atelier. Donc on va les regarder tous en détail dans quelques minutes. Et ce que je signalais tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'y a pas de nombre maximum de candidats qui sont admis à être préqualifiés. Donc il n'y a pas de liste restreinte de 6 entreprises maximum. Toutes celles qui répondent aux critères de qualification. Donc on est sur une base de passe ou passe pas. Donc il y a des seuils qui sont donnés dans les critères de qualification ou des minimums à atteindre. Et toutes les entreprises qui répondent à chacun de ces critères-là vont être autorisées ensuite à soumettre une offre. Les bailleurs de fonds qui auraient financé, nous contactez nous si c'est un bailleur de fonds qui a financé la prestation qui est proposée comme sur un critère de qualification, parce qu'on peut essayer de se renseigner aussi pour confirmer si oui ou non ce bailleur a bien financé ce marché-là et que c'est bien cette entreprise qui a été attributaire. Donc voilà, si on a des doutes, il faut creuser. N'essaye pas de passer un peu de temps là-dessus et de confirmer ce qui a été présenté par les entreprises. Le risque, au final, c'est que cette entreprise soit la moins chère et puis que le marché lui soit attribué et puis qu'on se rende compte qu'en fait, elle n'a pas du tout les qualifications qu'on attend à l'expérience et de toute façon, ça va être que des problèmes par la suite. Donc, le plus en amont possible, il faut essayer de déterminer ça. On sait que ce n'est pas toujours facile, on sait qu'on n'a pas toujours les informations, mais au maximum, il faut investiguer. Si le matériel n'est pas en propre, qu'est-ce qui prouve que même si l'entreprise est retenue sur la liste restreinte, la promesse de location peut-être sera encore en vigueur dans ces conditions-là? Est-ce qu'on va encore remettre ces mêmes critères dans le dossier d'appel d'offres final? C'est la même chose pour le personnel également. S'il y a eu des modifications, elles doivent vous en informer pour que vous puissiez vérifier que l'entreprise reste bien qualifiée. Donc ça c'est important parce qu'on peut avoir des situations où on lance une préqualification là au mois de juin. Il y a beaucoup de temps qui s'écoule pour faire l'évaluation des qualifications, obtenir la NO, et puis toutes les études n'ont pas encore été complètement faites, donc ça met encore un peu de temps, quelques mois, pour préparer le dossier d'appel d'offres. Donc on peut avoir un délai peut-être de 6 mois, voire 1 an, entre la phase de préqualification et réellement le lancement de l'appel d'offres, et la situation des entreprises peut tout à fait avoir changé. Et dans cette partie-là, on va aussi avoir les spécifications environnementales, sociales, santé, sécurité dont on parlait hier. Donc, qui sont des spécifications standards sur ces sujets-là. Donc évidemment, cette section 6 doit être adaptée au projet, puisque c'est là où on va définir le périmètre du projet. Et cette partie-là deviendra aussi une partie contractuelle une fois que le marché sera signé. Donc en fait, dans le dossier d'appel d'offres, on a déjà le modèle de contrat qui est prévu. Donc les entreprises savent quelles sont les conditions contractuelles auxquelles elles vont devoir être soumises en signant le contrat. Et donc, quand elles répondent à elles savent à quelles conditions va se dérouler le contrat. Donc là, de la même façon que pour le règlement de l'appel d'offres, on a une partie qui est standard, donc qui sont le cahier des clauses administratives générales, le CCAG, donc qui ne doit pas être modifié. Mais par contre, on peut préciser un certain nombre d'éléments au niveau de la section 8, donc qui est le cahier des clauses administratives particulières. Donc là encore, ça vient préciser pour le projet en particulier et le marché, quels sont les éléments particuliers de ce marché-là en termes de modalités de paiement, d'assurance, de délai, de pénalités de retard, d'intempéries qui peuvent être prises en compte pour accorder des délais supplémentaires à l'entreprise. Donc tout un tas de données qui sont vraiment spécifiques au contexte du projet et au contexte des travaux qui sont à réaliser.